Bonjour à tous et bienvenue. Selon le Fonds monétaire international, la France est la 7e puissance économique mondiale. Partenaire historique de l'Afrique, la France a perdu en 20 ans près de la moitié de ses parts de marché sur le continent et se trouve largement distanciée par la Chine, étalonnée par l'Allemagne et les États-Unis. Ancienne puissance coloniale, la France joue un rôle majeur sur le continent, notamment dans sa zone d'influence, l'Afrique francophone. Mais ces dernières années, de nombreux différends persistent avec la France du point de vue africain et nourrissent le sentiment anti-français. L'émission dans la vie politique des États africains et les interventions militaires françaises sont perçues comme des ingérences. À quoi s'ajoutent les polémiques sur le franc CFA, le rôle de certaines entreprises françaises dans le transfert massif de richesses vers la France et le durcissement de la politique migratoire. Alors, comment refonder les relations entre la France et l'Afrique ? Je vous propose de rejoindre l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard. Excellence, le 6 juin 2014, en marge de la célébration du 70e anniversaire du débarquement de Normandie, s'est tenue la première réunion de conciliation à 4 pays, la Russie et l'Ukraine, les belligérants, et la France et l'Allemagne, les médiateurs. C'était sous la présidence de François Hollande. Pour quelle raison le président Emmanuel Macron a-t-il réactivé le format de Normandie? Parce que c'était à un moment donné la seule chose à faire. C'était parler aux Russes. La France a, depuis des siècles, une relation d'État à État avec la Russie, une relation de respect avec la Russie. Aujourd'hui, le président Macron continue. Depuis le lancement de la guerre, le président Macron a parlé, je crois, 2 fois, 3 fois, au président Poutine. Il parle aussi régulièrement avec le chancelier allemand, la France, l'Allemagne. C'est quand même les 2 pivots de l'Union européenne. Le chancelier Scholz parle également au président Poutine. Mais la France est plus... On dirait qu'elle a le leadership. Est-ce à cause parce qu'elle assume la présidence tournante de l'UE ou parce que aussi le chancelier allemand fait ses premiers pas sur la scène internationale? Le chancelier vient d'arriver, mais il est tout de suite dans le bain. Et vous avez d'ailleurs remarqué qu'une des choses les plus remarquables depuis quelques semaines, c'est le nouveau positionnement de l'Allemagne, le nouveau positionnement de l'Union européenne, en grande partie parce qu'il y a le nouveau positionnement de l'Allemagne, mais c'est essentiellement parce que le président Macron est là depuis quelques années, et malgré sa jeunesse, il a cette expérience. Quand il est arrivé, il n'avait pas cette expérience. Aujourd'hui, il a cette expérience. Il parle à Poutine, il parle à président Biden, il parle au président Xi Jinping, chercher coûte que coûte à maintenir le dialogue pour essayer d'obtenir un cessez-le-feu, pour essayer d'obtenir au jour le jour des accords sur la possibilité pour d'évacuer les populations civiles, ce qu'on appelle les corridors humanitaires, éviter le pire et puis pousser pour une solution politique. Ça a toujours été l'essence de la France, de pousser en faveur de solutions politiques dans un moment particulièrement douloureux. La situation quotidienne est ce qu'elle est. On est maintenant à 3 millions de réfugiés en 2 semaines. Et donc le président Macron est à l'initiative pour essayer de trouver une voie de sortie. Alors la volonté de dialogue affichée en 2019 par Emmanuel Macron ne semble pas être concluante et Moscou s'offre même le luxe de contester l'influence de la France dans son précaré africain. Comment qualifierez-vous finalement les relations entre vos 2 pays? Elles sont importantes, elles sont globales. Les 2 pays sont membres permanents du Conseil de sécurité. Il y a des sujets de désaccord. Il y a des sujets d'accord. La lutte contre le terrorisme est un sujet d'accord. La lutte contre le changement climatique est un sujet d'accord. La question de la gouvernance mondiale est un sujet d'accord.
il y a évidemment des sujets de désaccord et la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, parce qu'il faut utiliser les mots justes, il s'agit bien d'une guerre. On est effectivement dans un moment plus difficile que d'autres, mais le contact est maintenu. Maintenant, concernant l'Afrique, l'Afrique n'appartient à personne. L'Afrique appartient à l'Afrique. Effectivement, des intervenants privés, notamment Wagner, sont à l'œuvre depuis quelques années. Tout a commencé au Soudan, où après 30 années d'un régime militaire islamiste particulièrement grave, puisqu'il y a eu 3 millions de morts au Soudan, au Sud-Soudan, 400 000 dans le Darfour, Wagner est venu épauler les forces de sécurité lorsqu'il s'est agi de repousser la révolution populaire. Le peuple était dans la rue et les gens de Wagner sont intervenus contre le peuple. Ensuite, Wagner s'est déployé en Centrafrique. Et là, on a vu les résultats absolument pathétiques pour le Centrafrique, où Wagner s'est révélé être ce qu'elle est, c'est-à-dire une entreprise fondamentalement commerciale, voire mafieuse, a mis la main sur les richesses du pays, sur les douanes, sur les mines, s'est livré à des exactions très graves qui ont été documentées par les Nations Unies. Et c'est tout naturellement lorsque nous avons eu des informations selon lesquelles Wagner souhaitait se déployer au Mali à la demande des putschistes, je ne dis pas des autorités, des putschistes maliens, que nous avons été inquiets. Et on peut imaginer vers quoi on va aller. Mais à contrario, Excellence, généralement les Russes, en tout cas, je ne parle pas de Wagner, mais les militaires russes viennent sous l'aval des Nations Unies. En Centrafrique, ça a été le cas. Ils sont venus avec un accord et avec l'aval des Nations Unies et des autres pays. Et on a l'impression que c'est plutôt le désengagement français qui favorise leur arrivée. Le cas du Soudan est peut-être à part, mais Centrafrique, c'est Sangaris, là c'est Barkhane qui s'en va. C'est à la faveur de votre départ qui s'installe. Je ne pense pas que ça soit comme ça. D'abord, il n'y a pas eu de mandat des Nations Unies pour faire venir une compagnie privée, le mandat des Nations Unies. Dans l'affaire malienne, il faut faire attention à ce qu'on dit. Le problème du Mali aujourd'hui, ce n'est pas le problème entre la France et le Mali, même si certains voudraient présenter les choses comme celle-là. Le problème du Mali aujourd'hui, et il faut le répéter, c'est qu'il y a eu un coup d'État, puis un deuxième coup d'État. Et que ceux qui ont fait le coup d'État cherchent à rester au pouvoir, contre les avis notamment de la CEDEAO. Ils annoncent qu'ils veulent rester 5 ans au pouvoir. Parce qu'ils veulent rester au pouvoir, ils font appel à une compagnie privée douteuse, dont l'objectif n'est pas de protéger le Mali contre les terroristes, mais de protéger la junte, les putschistes, contre le peuple malien. Peuple malien qui n'a pas son mot à dire aujourd'hui. Les hommes politiques sont retenus, ils sont en prison. Et donc le point de départ, c'est celui-là. C'est les coups d'État. Mais Excellence, c'est ce qu'on reproche aussi au gouvernement français, hein, c'est de faire un procès en illégitimité à la junte au moment même où l'Élysée vient au Tchad pour soutenir et valider l'arrivée au pouvoir du colonel Déby Fils. Comment comprendre ce 2 poids 2 mesures qui était un moment de bascule sur le continent africain? Aujourd'hui, plus qu'hier, et depuis la mise en place de l'architecture africaine politique, avec à sa tête l'Union africaine, et en dessous de l'Union africaine, les organisations sous-régionales, CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest, CEAC pour l'Afrique centrale, IGAD pour l'Afrique de l'Est, SADC pour l'Afrique australe. La légitimité en Afrique, c'est 1.
l'organisation sous-régionale, puis 2, l'Union africaine, et 3, New York, le Conseil de sécurité. Dans l'affaire malienne, dans l'affaire burkinabé et dans l'affaire guinéenne, la CEDEAO a été ferme, la CEDEAO a condamné. Puis l'Union africaine a condamné, puis nous, et quand je dis nous, c'est Union européenne, c'est pas France, c'est pas les affaires de la France, c'est nous tous. Puis l'Union européenne a condamné. Dans l'affaire du Tchad, où il s'est passé quelque chose de particulier, le président est mort au combat, la CEAC, c'est-à-dire l'équivalent pour l'Afrique centrale de la CEDEAO, n'a pas condamné. Ni l'Union africaine. L'Union africaine. Le Tchad est encore membre de l'Union africaine à un moment où on parle. N'a pas condamné. Donc, c'est ce qui justifie votre non-condamnation? Et donc, nous n'avons pas condamné. Aujourd'hui, et je peux vous le dire, moi j'ai été en poste à Paris, j'étais à un moment donné le directeur d'Afrique. Quand il se passe quelque chose en Afrique, nous ne réagissons pas à chaud. Nous attendons de savoir ce que va dire l'organisation sous-régionale. Nous attendons de savoir ce que va dire l'Union africaine. Et c'est une fois l'organisation sous-régionale et l'organisation régionale, une fois qu'elles se seront exprimées, que nous nous exprimons, et en général, lisez bien les communiqués. Les communiqués commencent par, comme la CEDEAO et comme l'Union africaine, virgule, l'Union européenne, etc., etc. Donc cette légitimité, elle est nouvelle. L'Union africaine, depuis qu'elle existe, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de crédible. Je vous dis d'ailleurs en passant qu'il y a une relation très forte entre l'Union africaine et l'Union européenne. Les relations sont constantes. On a vu le dernier sommet. On a eu le sommet. Sachez que l'Union africaine mène à bien des opérations de maintien de la paix et que l'Union européenne finance 90% de ces opérations. C'est parce que c'est la légitimité africaine et parce que c'est notre intérêt à nous, Européens, que l'Union africaine réussisse et parce que c'est notre intérêt à nous, Européens, que l'Afrique réussisse. Donc vous voyez, le cas malien et le cas tchadien sont deux cas totalement différents à l'initiative des Africains. J'irai plus loin sur l'Afrique et sur l'Union africaine. L'Union africaine est la seule organisation régionale qui a l'impact qu'elle a à New York. En P5, quand je dis P5, c'est-à-dire Grande-Bretagne, États-Unis, France, Chine, Russie, vous ne pouvez pas rédiger un texte à New York qui aille contre un texte de l'Union africaine. Parce que si le texte va dans un sens et que un des 5 voudrait écrire dans ce sens, les autres diront non. L'Union africaine a écrit ça, vous ne pouvez pas écrire ça. Et c'est très difficile de sortir de ça. Et c'est une victoire pour l'Afrique, cette légitimité reconnue à New York. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui est un acquis pour l'Afrique et qu'il faut préserver et respecter. Pour revenir sur la crise au Mali, là aussi, on accuse la France d'être à l'origine de l'invasion du nord du Mali par les djihadistes venus de la Libye à la faveur du chaos créé par l'intervention de votre pays en 2011 pour faire tomber le régime de Muammar Kadhafi. Excellence, la France est perçue comme le pompier pyromane dans la zone sahélienne de l'Afrique. Comment cela vous interpelle ? Revenons à l'affaire libyenne. Rappelez-vous Kadhafi qui a appelé à des rivières de sang à Benghazi. À ce moment-là, le Conseil de sécurité se réunit et décide une opération militaire pour sauver notamment la population de Benghazi. Texte voté par le Conseil de sécurité et donc par les membres permanents du Conseil de sécurité. Pour certains d'entre eux, il y a eu abstention. Après l'intervention militaire, il y a eu une période de stabilité. Il y a eu des élections. Les choses se sont bien passées. Donc ce n'est pas le résultat totalement immédiat, même si
il y a un lien. Et le président Macron lui-même l'a reconnu. De l'autre façon, deuxième idée préconçue, les crises du nord du Mali, notamment Touareg, pas terroristes. C'est une crise politique. N'ont pas attendu la crise libyenne. Il y a eu auparavant d'autres situations. Donc c'est exact qu'il y a eu des conséquences, et certains présidents sahéliens avaient prévenu avec leur expérience, avec leurs compétences. Mais voilà, ça a été une décision du Conseil de sécurité, et il y a eu surtout après une période où les choses s'étaient bien passées. Dans un deuxième temps, les choses se sont mal passées. Donc c'est très exagéré de faire un lien immédiat, direct. Et certainement que c'est très difficile d'accepter la notion de pompier pyromane. Deuxième chose, lorsque les terroristes contrôlent le nord, Tombouctou, Gao, se livrent à des violations atroces des droits de l'homme et commencent à progresser, lorsque ce convoi commence à progresser vers Bamako, le président malien de l'époque prend son téléphone et en fait il appelle au secours. Il appelle le président Hollande, il dit s'il vous plaît, faites quelque chose, sinon demain, c'est ça, c'est ces mots, demain je serai mort. C'est ça qu'il dit. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Le président Hollande et son ministre des Affaires étrangères de l'époque, Laurent Fabius, prennent leur téléphone et appellent tous les chefs d'État de la région en leur disant « Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» Y compris les grands pays de la région. La Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, le Nigeria, appellent l'Union africaine. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et la réponse unanime, c'est là, tout de suite, on ne peut pas. La colonne est en train de progresser. Donc on peut ne rien faire. Mais peut-on ne rien faire? Et donc, la décision est prise d'intervenir. Et effectivement, la colonne ne progresse plus. Et le nord est libéré. Mais ça, tout le monde trouve votre intervention de départ salutaire avec Serval. C'est après que ça va se dégrader. Alors, question, qu'est-ce qu'on fait après? Aujourd'hui, certains analystes disent on aurait dû partir plutôt, oui, à ce moment-là. Mais la situation n'était pas encore stabilisée. Rappelez-vous, après tout ça, il y a eu des élections d'Ibeka. L'insécurité continue à régner. Et donc, on nous demande de continuer. Et que fait la France à ce moment-là? Elle cherche à mutualiser le dossier. Mutualiser le dossier, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller frapper à toutes les portes, pour ne pas être seule. La France frappe à la porte du Conseil de sécurité, qui, non sans difficulté, met en place une opération de maintien de la paix. C'est ce qu'on appelle la MINUSMA, 15 000 hommes. La France a beaucoup milité pour que le mandat de la MINUSMA soit beaucoup plus robuste que ce qu'il est aujourd'hui. Nous souhaiterions qu'il soit plus robuste que ce qu'il est aujourd'hui. Deuxième chose, la France frappe à la porte de l'Union européenne pour essayer d'avoir les Européens dans la boucle. Et l'Europe lance une opération qui s'appelle Takuba, aujourd'hui. Dans un premier temps, une opération de formation de l'armée malienne. L'objectif, c'est que l'armée malienne fasse le travail, pour que nous, on ne le fasse plus. Et donc, les Européens, les formateurs européens viennent pour former l'armée malienne. Et troisième idée, Takuba, des forces spéciales européennes viennent non pas pour se battre, mais pour accompagner au combat les forces spéciales du Niger, du Burkina et du Mali, qui, elles, se battent, et les forces spéciales européennes, derrière, les accompagnent, leur fournissent du renseignement, du matériel, mais c'est les Africains qui font le travail. Donc chercher à mutualiser les choses, mais l'objectif, ce n'était pas de rester pour toujours.
l'objectif, c'était que les Maliens fassent leur travail. Si vous regardez ce qui s'est passé, par exemple, en Mauritanie, il y avait des terroristes en Mauritanie. L'opération Barkhane a éliminé ces terroristes avec les moyens aériens, hélicoptères, etc., avec les forces spéciales. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Les Mauritaniens ont fait leur travail. Ils ont mis en place dans les territoires libérés une police, une gendarmerie, des écoles, des tribunaux. Ce que n'a pas fait le Mali. Ils ont mis en place, ils ont remis en place l'État. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas en Somalie? Il y a une force de l'Union africaine qui s'appelle AMISOM, qui libère des territoires, mais l'armée somalienne ensuite, les forces de sécurité somaliennes, l'État somalien ne reprend pas le contrôle du territoire. Et c'est ce qui s'est passé au Mali. Dans un premier temps, avec le président civil, pas suffisamment de choses se sont passées, notamment dans la reconquête et la réutilisation du territoire. Deuxièmement, l'accord d'Alger n'a pas été mis en œuvre. Il y avait un accord qui était un bon accord, un accord qui avait été le résultat d'un travail diplomatique long, essentiellement d'ailleurs de l'Algérie, du ministre Ramtan Lamamra. Cet accord n'a pas été mis en œuvre. Et donc la question Touareg n'était pas totalement réglée. Elle n'était pas réglée. Et donc les Maliens, déjà entre eux, n'étaient pas d'accord. Donc du coup, les terroristes se sont insérés là-dedans. Et puis, lié à ça, le contexte global, qui est le terrorisme international, Al-Qaïda, Daesh, dont l'épicentre était la Syrie, l'Irak, et qui a été en grande partie défait dans cette partie du monde, et qui est en train de se déplacer vers l'Afrique, et je dirais vers toutes les Afriques. Oui. Ce n'est pas uniquement le Sahel. Non, les pays côtiers, on est touché de plein fouet depuis peu. C'est la RDC, c'est le Mozambique. Aussi. C'est, vous voyez, Golfe de Guinée. Je dis ça par rapport à certaines accusations francophones, France, etc. C'est l'ensemble du continent. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que certains opérateurs politiques et militaires au Mali ont intérêt à mettre de l'avant leur relation avec la France. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas le problème de la France. C'est le problème de tout le monde. C'est le problème de la lutte contre le terrorisme. Il ne s'agit pas de pointer du doigt. Il s'agit de travailler ensemble. Mais justement, 9 ans après l'intervention française, l'heure est au départ. Comment Paris entend réadapter sa mission au Sahel? Alors, je crois qu'on ne peut pas dire les choses comme ça. L'heure n'est pas au départ. Au déploiement L'opération, il y a une différence entre le Mali et le Sahel. Le travail au Sahel va continuer, évidemment. Et ce n'est pas le travail de la France, c'est le travail du monde. C'est le travail des Américains, le travail des Britanniques, le travail de l'Union européenne, le travail de la France. Au Mali, les choses sont devenues difficiles. Comment peut-on travailler dans un pays quand on n'a pas l'accord du pays? Et ce n'est pas uniquement la France, puisque les Maliens ont annoncé que les Danois n'étaient pas les bienvenus. Donc à un moment donné, ça devient difficile. Les vols de la MINUSMA n'étaient pas autorisés à voler. Donc de l'obstruction. Dans ces conditions-là, il est devenu difficile de continuer comme ça. Et donc en ce moment, on est dans un moment où la France n'a rien décidé. La France n'a pas dit on va faire ça. En ce moment, on est dans un moment où la France consulte les pays de la région pour voir avec eux comment ils veulent faire les choses. La France consulte aussi les Européens. Compte tenu de tout ce qui se passe, qu'est-ce que vous pensez d'eux? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et donc, travailler avec les pays de la région, mais aux conditions des pays de la région. Et quand je dis pays de la région, le nouvel élément par rapport au Sahel, c'est qu'on voit bien qu'il y a une sorte d'attraction des
des mouvements terroristes vers l'océan, vers le golfe de Guinée. Des attaques au Bénin, il n'y en avait pas eu. Des attaques au Togo, il n'y en avait pas eu. Des attaques en Côte d'Ivoire, il y en a eu, il n'y en a plus depuis pas mal de mois, ce qui touche du bois, c'est très bon signe, mais on sent que la menace est là. Le chef d'état-major de l'armée française était ici il y a quelques temps, 2 ou 3 semaines. Il est venu pour écouter. Il est venu pour écouter les autorités ivoiriennes. Et la question qu'il a posée aux autorités ivoiriennes, c'était comment voyez-vous les choses? Et la remarque qu'il a faite, c'est si nous, France, on le fait, on sera critiqué, on sera impopulaire, on nous le reprochera. Mais on vous le reprochera aussi. Donc la seule solution, sur le long terme, c'est que vous le fassiez. Oui. C'est pas facile de le faire, parce qu'il faut des moyens. Il faut des moyens humains, il faut recruter des hommes, il faut des moyens financiers, il faut acheter des armes, il faut former les gens, il faut les entraîner, il faut les déployer, il faut du renseignement. Ce que la France peut faire, c'est faire avec les autres, avec les États-Unis, avec le Canada, avec la Grande-Bretagne, avec l'Union européenne, avec tous ceux qui veulent participer, parce que le combat est global, c'est soutenir ces efforts. Et vous avez remarqué, a été inauguré il y a quelques mois, et franchement, ça tombait bien. Et ceux qui ont eu l'idée il y a 4 ans, et en fait, qui a eu l'idée? C'est le président Ouattara et le président Macron. Les deux ont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça? Ils l'ont fait. Et il fallait y penser il y a 4 ans. Ce n'était pas forcément évident. Et aujourd'hui, le projet sort de terre. Ça y est, les formations ont lieu. Eh bien, il y a 2 semaines, il y a eu à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, comme on l'appelle, donc à Jacquesville, un exercice. Ce lieu, c'est le lieu où le monde se retrouve pour travailler ensemble, pour se coordonner, parce qu'on voit bien que la solution, outre tout ce qu'on a dit, former des gens, les recruter, les équiper, les déployer, la grande solution, c'est la coordination, que les pays de la région travaillent ensemble, les pays du Golfe, de Guinée, les pays côtiers, qui travaillent mieux ensemble, qui travaillent ensemble avec les pays sahéliens, qui mènent à bien des opérations conjointes, que des Ivoiriens, des Ghanéens, des Burkinabés puissent travailler ensemble, que des Béninois, des Togolais et des Burkinabés puissent travailler ensemble. Donc aujourd'hui, les décisions n'ont pas encore été prises, mais il ne s'agit pas de décision de la France. Il s'agit d'un processus de consultation. On est là, on écoute, on se parle, et les décisions seront prises dans les mois qui viennent. Un dernier mot sur l'aspect militaire avec les accords de coopération. On en comptait 13 accords de coopération en 1981 et 8 accords de défense, alors qu'en 2021, 40 ans plus tard, on compte 21 accords de coopération militaire et 11 accords de défense ou accords de partenariat de défense. Déjà, rapidement, en quoi consistent ces accords? Les accords de défense, c'est 2 pays décident ce qu'ils veulent faire ensemble. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, il y a une présence militaire française, il y a une base militaire à Port-Bouët. Et donc, sur le papier, on se met d'accord sur on fait quoi, vous faites quoi, comment on travaille ensemble, quels sont les droits, quelles sont les obligations. Ensuite, il y a toutes sortes d'accords sur ce qu'on fait ensemble, la formation, la fourniture d'équipements, le statut des militaires. Vous voyez, soldat français à Port-Bouët, quand il va se promener en ville, quel est son statut? Donc, voilà, c'est la situation de nos forces ici. Mais ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire. Aujourd'hui, vous avez une base française aux Émirats arabes unis, vous avez une base américaine en Arabie saoudite, une base américaine au Qatar, vous avez des bases américaines en Allemagne, en Pologne. Aujourd'hui, les Polonais sont bien contents d'avoir une base américaine. Vous avez des bases américaines au Japon. Certains plaident pour que ces accords soient révisés.
ou que leur contenu soit rendu public. Auront-ils gain de cause? Réviser, si c'est la volonté des deux parties de le réviser, si demain les autorités ivoiriennes nous interpellent sur le terme on voudrait renégocier tout ça, évidemment qu'on doit renégocier. C'est quelque chose qui est... c'est un travail ensemble, c'est quelque chose de contractuel. Il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. En 2017, le président Emmanuel Macron s'est déclaré ouvert sur la question de l'avenir du franc CFA, rappelant que c'est un facteur de stabilité pour les pays qui l'ont. Mais, Excellence, on s'interroge finalement sur l'opportunité pour la France de continuer à délivrer sa garantie monétaire. Qu'est-ce que le franc CFA apporte à la France? Qu'est-ce que vous y gagnez dans ce système? L'intérêt de la France, l'intérêt de l'Europe, c'est la stabilité de l'Afrique. La stabilité de l'Afrique, c'est aussi, ça commence d'ailleurs par la stabilité économique et monétaire. La stabilité monétaire n'apporte pas concrètement le développement. Il n'y a pas de lien de causalité. Au contraire, parce que quand vous êtes un investisseur, africain ou pas, de savoir où vous mettez les pieds, la valeur de votre monnaie, par rapport à des situations où la monnaie fluctue. Vous avez des pays en Afrique où la monnaie a dévalué de manière folle depuis des années. Donc là, vous avez un élément de stabilité qui permet le développement économique et social. C'est lié à la France, c'est lié à l'Europe. C'est l'euro. C'est l'euro. Aujourd'hui, regardez le monde, on est plus dans la construction de grandes choses ensemble que dans la division. Si ça apporte quelque chose, et c'est l'impression, je crois, des chefs d'État de l'UEMOA, que ça leur apporte ça, si à un moment donné, il y a quand même eu une volonté d'aller plus loin au niveau des symboles, au niveau du nom, au niveau des réserves de change, et ça c'est fait, les gens ne le savent pas, mais c'est fait, il n'y a plus, au niveau des décisions, de la gouvernance, il n'y a plus de français dans ces structures-là. Alors il faudrait aller plus loin. Je comprends votre interrogation par rapport à la CEDEAO dans son ensemble, le Nigeria qui aujourd'hui traîne un petit peu les pieds, etc. Bon, c'est un travail qui est en cours, est un travail qui demande de la patience, de la part notamment des pays de la région. Mais même là, parce qu'effectivement, tous les pays membres peuvent quitter cette zone franc s'ils le souhaitent. Mais ça nous laisse comprendre que la France ne va jamais mettre fin elle-même à ce système. Donc encore une fois, on s'interroge sur son intérêt. Ce n'est pas que la stabilité, vous savez mieux que moi, Général de Gaulle le disait à bon escient, les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Donc on cherche à comprendre l'intérêt de la France, à vouloir maintenir ce système qui, en plus, je ne suis pas économiste, mais ce que j'en comprends, c'est que franc CFA est surévalué, quasiment au même titre que l'euro, et que ça nous permet finalement que d'investir dans des équipements, d'importer. Voyez, donc on ne peut pas avoir on va avoir une base structurante, on n'aura pas de plus-value puisque tout va venir de l'étranger. Donc vraiment, on s'interroge sur l'intérêt, au-delà de cette stabilité. On est dans un moment intéressant. Vous avez des pays comme le Cap-Vert et la Guinée-Bissau qui envisagent de rejoindre la zone franc. Donc s'ils le font, et justement le vocabulaire est important. D'ailleurs, de manière globale, en ce moment, on est en train de revisiter le vocabulaire. Zone franc, il y a le mot franc qui choque. Si on pouvait trouver autre chose, mais ça a été trouvé. Développement, aide au développement, quelque chose de péjoratif. Nous, Européens, on a aujourd'hui l'euro tous ensemble. On s'est battus, nous, France et d'autres, pour que... La Grande-Bretagne qui a quitté, on a l'ex-URSS qui a réussi à se développer sans en faire partie. Donc c'est pour dire que est-ce une horizon insurmontable? S'il n'y avait pas eu, je veux dire, un des acquis de l'Union européenne, outre les acquis sociaux, les frontières qui n'existent plus, c'est bien l'euro. Et lorsqu'il y a eu la crise économique et financière en Grèce, la Grèce est restée dans l'euro et elle a bien fait. Maintenant, les Britanniques se sont retirés de l'Union européenne, c'est leur problème. On verra, ils ne sont pas dans un moment très, très simple.
Et là, vous parlez de la Russie, justement. Aujourd'hui, les sanctions contre la Russie, compte tenu de tout ce qui se passe, il y a une unité de l'Europe. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que l'Europe est plus forte parce qu'elle a l'euro. Et si on pouvait construire quelque chose, Europe, Afrique, l'Afrique vient de décider la mise en place d'une zone de libre-échange. Oui, si on pouvait mettre en place concrètement, décliner tout ça, avec notamment, c'est un rêve, monnaie unique, et si on pouvait arrimer l'Afrique à l'Europe, c'est aux Africains, c'est aux Européens de décider, est-ce que ça ne permettrait pas d'aller plus loin dans le développement économique et social? On se souvient de BAL 1, 2, BAL 3, et puis notamment récemment à cause des crises de subprime. Et on se rend compte quand on fouille un peu ces dossiers que ça pose une grave question. C'est la difficulté qu'ont les banques africaines de notre zone. C'est justement, elles sont limitées sur le marché financier à cause de... Elles parlent même, c'est d'elles qui parlent de conventions léonines, en tout cas de contrats léonins, car ces garanties imposent des conditionnalités qui ne sont pas à notre faveur. Pourquoi est-ce que les chefs d'État africains qui ont pris des décisions auraient décidé de se lancer dans cette réforme si les banques, leurs propres banques, n'avaient pas cette capacité? Parce que vous apportez d'autres choses sur la table. La garantie, certainement des conditionnalités qui vont avec. Moi, j'observe... En fait, je veux qu'avec les téléspectateurs, qu'on comprenne quel est l'intérêt au-delà de cet humanisme. Non, mais on a parfois l'impression qu'il y a une sorte de projet caché. Parfois, on se dit que la France tend le bâton pour se faire battre. On avait le projet, la mise en place d'une nouvelle monnaie appelée l'ECO par certains pays africains pour remplacer le franc CFA. Et les suspicions continuent de persister tant la France reste omniprésente, encore une fois, dans ce processus, au point même où c'est le président français Emmanuel Macron, accompagné du président Alassane Ouattara, qui l'ont annoncé ici à Abidjan. Pourquoi la France pourquoi elle s'implique autant et on a l'impression qu'elle est venue court-circuiter la CEDEAO? Je pense qu'il ne faut pas voir les choses comme ça. D'abord, la décision a peut-être été annoncée par deux chefs d'État, mais ça avait fait l'objet d'un travail en commun. Évidemment, les autres chefs d'État ne l'auraient pas accepté de la sorte. Donc, le Nigeria l'a contesté. Oui, il y a une discussion en cours avec le Nigeria, mais je crois qu'il ne faut pas être trop négatif. Je crois qu'on progresse. La réforme n'est pas terminée, elle n'est pas achevée. Moi, je trouve que la situation financière des pays de la région est plutôt saine par rapport... Vous savez, moi j'ai été dans pas mal de pays africains, j'ai vu des pays où il fallait voir ce que c'était que la situation économique et financière, il fallait voir ce que c'était que l'inflation. Je connais des pays où, que je les ai connus à un moment donné, il fallait 1 pour $1, et 20 ans plus tard, il faut 100 pour $1. Donc construisez une économie là-dessus, investissez là-dessus, encouragez des investisseurs à venir. Moi, je crois qu'il ne faut pas chercher les suspicions, etc. Je crois qu'il faut voir le résultat. On est aujourd'hui, je ne vais pas parler des autres pays de la région, mais on est en Côte d'Ivoire dans un moment économique et financier sain. Ça marche. Et on sent qu'il y a une capacité financière pour se développer. Tous ces projets qu'on voit, c'est grâce à l'accès au marché, c'est grâce à la confiance. Très important, la confiance. On a confiance dans la Côte d'Ivoire. Et donc le résultat, il est là, il est positif. Et donc, du coup, plutôt que de se fouetter soi-même, on peut peut-être se dire que tout ça est peut-être au fond pas très positif. Je crois que c'est très positif. Excellence, on va aller sur une dernière question. On assiste depuis plusieurs années à un phénomène grandissant. Le sentiment, on l'appelle anti-français. Pourquoi la France semble-t-elle aujourd'hui si impopulaire en Afrique? Comment vous l'expliquez? Alors, je crois qu'il y a deux choses. Il y a clairement un problème, une blessure. Et il faut le reconnaître. Et il faut agir. Il faut dire des choses.
c'est tout ce que le président Macron a dit sur la colonisation, sur l'Algérie, sur le Rwanda, sur toutes sortes de sujets. Il faut écouter ce que le président Macron a fait à Montpellier. Vous connaissez beaucoup de présidents qui auraient fait ce qu'il a fait à Montpellier, de se retrouver face à des jeunes qui ont dit ce qu'ils voulaient dire, et il n'y avait pas de retenue. Je pense que c'était assez fort, et c'était un moment d'écoute. Vous avez remarqué, ça a duré longtemps, et c'était une écoute. Ensuite, il faut prendre des mesures, il faut avancer. Donc ça, c'est le travail qui est en cours. Il y a à côté de la manipulation, il ne faut pas la nier. Vous avez des acteurs qui sont financés, et on peut imaginer par qui. Pensez à qui? Avec des choses... C'est souvent ce que vous dites. Hein. Je pense qu'il y a les deux choses. Il y a d'un côté la reconnaissance qui a un problème, de l'autre, nous avons... Enfin, nous ne sommes pas totalement dupes. Il y a aussi des manipulations. Vous savez, aujourd'hui, regardez ce qui se passe en ce moment. Regardez le narratif sur la guerre en Ukraine. Regardez ce qui est dit. Regardez les arguments qui sont utilisés. Dénazification. Plaisanterie. Donc on est dans un monde aujourd'hui où il y a eu un article d'un chef d'état-major il y a quelques années, russe, qui disait aujourd'hui la guerre ne se gagne plus uniquement comme ça, se gagne par l'information, par la manipulation. Aujourd'hui, officiellement, il n'y a pas de guerre. En Russie, il n'y a pas de guerre, tout va bien. Il y a une opération de maintien de la paix. Les bombardements que vous voyez tous les jours, c'est une opération de maintien de la paix. Donc, je crois que d'un côté, sur le sujet important que vous mentionnez, il y a cette blessure et on y travaille. Il y a une nouvelle façon de faire les choses, mais ne pas nier, ne pas être aveugle par rapport à des coups de pouce, des manipulations. Ici, en Côte d'Ivoire, il y a quelques blogs, quelques trucs qu'on peut lire ici et là, avec toutes sortes de choses qui sont dites. Et aujourd'hui, la particularité, c'est que tout peut se dire. Tout et n'importe quoi. Et donc, c'est les deux aspects sur lesquels il faut travailler. Et nous travaillons sur l'un. C'est vraiment l'essentiel de nos efforts. Mais il ne faut pas ignorer l'autre, parce qu'il est là aussi. Et nous avons des exemples évidents de... Une fois de plus, je viens de mentionner ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Nous sommes d'accord, mais selon l'ouvrage collectif « L'Empire qui ne veut pas mourir hein, », la France a officiellement octroyé l'indépendance à ses anciennes colonies françaises. C'est une liberté en trompe-l'œil car Paris a perpétué l'Empire français sous une autre forme, la France-Afrique. Déjà, que répondez-vous à ces accusations? Et est-ce que ce n'est pas là le cœur du problème quand on parle de ce sentiment anti-français grandissant? C'est la perception qu'en ont les Africains. Parce que vous n'êtes pas le seul pays à avoir colonisé les continents africains. On a l'Afrique lusophone, l'Afrique anglophone. Sur le plan économique, les autres s'en sortent mieux que nous. L'Afrique anglophone est toujours la locomotive de ce continent. Il y a le Commonwealth, mais on ne voit jamais la reine d'Angleterre s'immiscer autant dans les affaires de ces anciennes colonies. Est-ce que la France aussi, là, n'a pas une... En plus de cette histoire particulière, n'a pas une attitude particulière qu'on ne voit nulle part ailleurs et qui explique peut-être ce rejet actuel, au-delà de l'instrumentalisation des Russes dont vous parliez à l'instant? Voyez-vous, je ne suis pas d'accord avec le bilan que vous faites de l'Afrique aujourd'hui. Il se trouve qu'une bonne partie de ma vie, ça a été dans une autre Afrique. Soudan, 3 millions de morts, 40 ans de guerre et c'est pas fini. Éthiopie, pays indépendant, vous voyez la situation aujourd'hui dans le Tigray, Somalie, Érythrée, Grand Lac, RDC, pas été une colonie française, 4 millions de morts, toutes les guerres en Afrique australe, etc. etc. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a une Afrique qui réussit et l'autre qui ne réussit pas. Ici, la Côte d'Ivoire et d'autres pays de la région, le Bénin, sont ceux qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu de la crise du Covid.
Donc on ne peut pas dire que ça ne marche pas dans un cas et ça marche dans l'autre. Il faut faire attention à ces résumés excessifs et rapides. Vous voyez ? Moi, quand je suis ici en Côte d'Ivoire, j'ai en tête mes années et l'actualité aujourd'hui au Soudan, en Éthiopie, et je me dis, mon Dieu, quel havre de paix ici. Et je dis aux Ivoiriens, est-ce que vous avez aussi connu des difficultés? Il n'y a pas si longtemps que ça. Pas si longtemps que ça. Mais aujourd'hui, vous êtes dans un moment, tout n'est pas résolu, les uns et les autres se parlent, mais regardez votre réalité. Aujourd'hui, je peux, moi, partir maintenant avec ma voiture et aller où je veux, en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas le faire dans beaucoup d'autres pays, parce que c'est la guerre. Savez-vous qu'il y a eu des centaines de milliers de morts depuis quelques mois en Éthiopie, dans le Tigray? Donc on ne peut pas citer les autres en disant les autres c'est formidable et nous on n'est pas bien. Vous voyez? Et donc je trouve... Non, parce que c'est un... Je ne sais pas qui écrit ce genre de livre, etc. Il y a des gens qui font des procès pour faire des procès. Il faut voir l'Afrique comme un tout. Sachez aujourd'hui d'ailleurs que les 3 principaux commerciaux de la France en Afrique sont l'Afrique du Sud, sont le Nigeria, sont l'Éthiopie. Et sachez aussi que la véritable grande dimension aujourd'hui de la France, c'est l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes d'abord européens. Nous agissons en tant qu'Européens. Il y a des mots qui ont existé, des situations qui ont été là, qui correspondent d'ailleurs beaucoup au moment Est-Ouest, guerre froide. On est dans un nouveau moment. On est dans un moment de partenariat entre l'Afrique et l'Europe. Il y a un gagnant ? Mais évidemment, évidemment. Et c'est quelque chose que j'aime dire et que disent nos responsables politiques. Je crois que le président Macron l'a dit. Regardez la carte. Le futur de l'Afrique nous importe pour des raisons évidentes. Beaucoup plus que pour les États-Unis ou que pour la Chine, qui sont d'autres mondes plus lointains. La réussite de l'Afrique sera notre réussite. L'échec de l'Afrique sera notre échec. Et donc, s'il y a un continent qui a intérêt à ce que l'Afrique réussisse, c'est bien l'Europe. S'il y a un continent qui a intérêt que des emplois soient créés, que la jeunesse africaine trouve du travail, crée elle-même ses emplois, mais pour ça, et la formation pour créer ces emplois, c'est bien l'Europe. Alors, on peut continuer à déblatérer sur la France-Afrique et tous ces trucs, etc. On n'est plus dans cette période-là. On est dans une période où les dossiers, c'est le financement du développement, où on parle de technique, on parle d'investissement, on parle de création d'emplois. Et je pense que c'est ça qui intéresse la jeunesse africaine, et pas autre chose. Même si ceux qu'on entend plus que les autres, c'est ceux qui vous parlent de ça. Mais ceux-là ne sont pas l'Afrique. Et ceux-là ne sont pas forcément la jeunesse, quand on dit la jeunesse africaine. Moi, la jeunesse africaine, je les vois ici, c'est des jeunes incroyables qui créent des trucs, qui lancent des start-up. Ouais, quelques jours, ici, on rencontrait un groupe de jeunes Ivoiriens. Je discute avec l'un d'entre eux. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, ouais, j'ai lancé une start-up, ça marche. Il me dit, ouais, truc, ça a été dur au début, mais maintenant. Je lui dis, qu'est-ce que vous avez fait? Il m'a dit, j'ai fait l'école polytechnique. Alors, voilà, c'est ça. C'est pas de regarder je ne sais pas quoi. On n'est plus dans cette époque-là. Et parce que le monde n'est pas dans cette époque-là. L'Asie n'est pas dans ce moment-là. L'Asie aussi a connu les violences, a connu l'occupation japonaise, etc. On avance au Vietnam, on avance en Thaïlande. C'est une manière de nous dire à nous aussi d'assumer nos responsabilités Non, moi je dis rien. Je pense que de toute façon les Africains, l'Afrique le fait, de toute façon. J'ai commencé en vous parlant de la légitimité, de la crédibilité de l'Union africaine. À un moment donné, on a évoqué la zone de libre-échange. Personne n'a demandé aux Africains de créer la zone de libre-échange. Elle a été créée. Et je vois ici, comme ailleurs, toutes sortes d'initiatives, l'utilisation de nouvelles technologies. Le e-banking, c'est en Afrique que ça a commencé. Toutes sortes de choses qui se passent. Ça profite aussi à beaucoup d'entreprises occidentale, la France, avec Orange. Mais oui, mais le monde est ouvert à tout le monde. Oui, les multinationales. Le monde est ouvert à tout le monde. On a l'impression que l'Afrique aussi, c'est un marché. Ce sont des ressources, contrairement à ce que les gens pensent, qui ne sont pas inépuisables. Mais il n'y a pas d'industrialisation, il n'y a pas... Vous voyez,
de valeur ajoutée. Et c'est encore un gros handicap Mais bien dans sûr, notre structure économique. mais une fois de plus, ce que j'essaie de vous dire, c'est que notre intérêt, c'est que ça marche. Mais on n'est plus dans la volonté de domination pour dominer. Pourquoi? Parce que si on domine et qu'à l'arrivée, ça ne marche pas, si on domine, ça ne marchera pas. Et si ça ne marche pas, ben ça ne pourra pas marcher. Pour nous aussi. Donc notre intérêt, c'est que les jeunes créent des emplois et en vivent. Et restent en Afrique. Et fassent vivre leur famille. Aillent ailleurs, reviennent. Le monde aujourd'hui, vous savez, vous avez 1 million de jeunes Français qui sont à Londres. Ils partent, ils reviennent. Aujourd'hui, le monde est grand. Les jeunes, ils ont tous leurs tablettes, ils ont tous les réseaux sociaux. Il ne faut pas rester dans une philosophie des choses qui n'est plus la philosophie d'aujourd'hui, je crois. Non, je le dis parce qu'on l'entend, et ça sera le mot de la fin, dans le cadre des élections présidentielles régulièrement en France, en tout cas dans la campagne, on parle souvent de l'immigration, souvent en des termes péjoratifs et négatifs. On ne parle pas de l'apport de tous ces immigrés à l'économie française, comme le montrent les chiffres de l'INSEE, à peut-être aussi l'aspect culturel. Et puis on ne parle pas aussi de l'apport de l'Afrique, qui est vu comme source de problèmes. Oui. Non mais ça, c'est certains opérateurs et certains candidats qui ont ce fonds de commerce. C'est pas nouveau, hein, ça existe depuis longtemps. Mais il y a aussi les autres. Il y a aussi les autres. Vous avez aujourd'hui, et d'ailleurs je les ai vus tous défiler ici, vous avez une trentaine de députés issus de la diaspora qui sont venus ici, qui ont participé, qui ont apporté quelque chose lors du sommet de Montpellier. Il y a cette idée que la diaspora apporte beaucoup à la France. Il y a cette idée que la diaspora apporte beaucoup au pays d'origine. Moi, je vois ici, on a organisé des événements pour des Ivoiriens de France qui viennent investir ici, qui font des allers-retours. Voilà, le monde est ouvert et c'est quelque chose de plutôt positif, Le métissage est évidemment une richesse. Alors évidemment, certains courants idéologiques et politiques sont sur d'autres philosophies des choses. Mais ce n'est pas en tout cas, et le résultat des élections présidentielles, je ne suis pas là pour vous parler trop de politique française, surtout à 1 mois des élections, mais vous verrez à l'arrivée le résultat des élections qui, je pense, montrera que la France reste la France et qu'elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire un pays ouvert aux autres. Et d'ailleurs, entre nous, c'est quelque chose que je trouve absolument admirable en Côte d'Ivoire, cette capacité qu'a eu la Côte d'Ivoire depuis l'indépendance de s'ouvrir à l'ensemble du monde, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de gens venus d'Afrique, mais même du Proche-Orient et d'ailleurs. Tout ça est absolument remarquable et ça apporte à la Côte d'Ivoire une diversité, une richesse, et c'est une force, je crois qu'il faut le dire. Ça fait partie des sujets d'admiration et d'étonnement pour moi ici, et il faut le dire. Mais arrêtons de regarder derrière, de nous poser des questions sur ceci et de montrer ce qui ne va pas, alors qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien. Eh ben, c'est la terre d'hospitalité. Et c'est avec hospitalité que vous nous avez reçus au sein de la résidence de l'ambassade de France. Donc, encore merci, Excellence, pour l'accueil et d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI 1.